Allons droit au but. Oublions les discours lénifiants et plongeons au cœur des événements dramatiques d'avril 2026 au Mali. Pour comprendre un tel effondrement, nous allons appliquer une grille de lecture très spécifique, totalement dépourvue de ce sentimentalisme humanitaire qui aveugle trop souvent l'analyse internationale. Aujourd'hui, nous suivons la pensée de l'analyste de terrain Savinien de Montagnac. Son approche est frontale, érudite et sans concession. Elle rejette purement et simplement le concept même de nation ou d'État malien. Comme le démontre Montagnac, le seul réel africain tangible, ce sont les réalités charnelles, c'est-à-dire l'ethnie, la tribu et le lignage. Une vision implacable pour un décryptage choc. Et c'est là que l'analyse de Montagnac devient redoutable, car elle ridiculise littéralement le narratif médiatique dominant. Quand une grande partie de la presse s'agite et fantasme sur une prétendue grande victoire du djihadisme mondial, Montagnac nous invite à regarder la réalité en face. Ce à quoi nous assistons, ce n'est absolument pas une poussée religieuse globale, c'est tout simplement l'implosion totalement prévisible d'une fiction juridique. Un pseudo-État artificiel, maintenu sous perfusion depuis plus de 60 ans, qui vient de s'effondrer sous le poids de ses propres aberrations. Pour disséquer cette implosion de manière chirurgicale, voici notre progression. Premièrement, la chute de Kidal. Deuxièmement, le mythe des frontières. Troisièmement, l'anatomie de l'État prédateur. Quatrièmement, l'échec de l'ingénierie militaire. Et enfin, le retour aux réalités. Commençons tout de suite par la première phase de notre analyse, l'onde de choc immédiate de la fin avril 2026, la chute de Kidal. Que s'est-il réellement passé sur le terrain? Eh bien, c'est l'effondrement total, d'une fulgurance inouïe. En l'espace de quelques jours à peine, la structure de pouvoir s'évapore. À Kidal, l'Africa Corps et l'armée malienne capitulent, purement et simplement encerclés par le Front de libération de l'Azawad et le GSIM. À des centaines de kilomètres au sud, à Kati, le ministre de la Défense Sadio Camara est éliminé, tandis que les villes de Gao et Mopti subissent des assauts coordonnés. Les mercenaires étrangers n'ont plus d'autre issue que de négocier une retraite humiliante. C'est le château de cartes institutionnel qui s'écroule. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le mythe des frontières, une étape cruciale pour saisir les fondations mêmes de cette débâcle. Pour Savinien de Montagnac, l'explication fondamentale de cette crise réside avant tout dans la géographie et l'ethnie. C'est ce qu'il nomme l'imposture des frontières, directement héritée de la conférence de Berlin en 1884. Regardons la répartition de ce territoire. On a accouplé deux forces de monde qui s'ignorent et se repoussent. Au nord, l'Azawad, un immense océan nomade et touareg qui pèse pour 65% de la surface. Au sud, un bassin sédentaire et agricole sur les 35% restants. L'illusion mortelle des diplomates d'alors, c'était de croire qu'un simple trait tracé sur une carte pourrait fusionner des réalités anthropologiques diamétralement opposées. Or, l'histoire récente prouve le contraire de manière flagrante. Ce cycle incessant de rébellions touareg n'a absolument rien d'une anomalie conjoncturelle. 1963, 1990, le grand effondrement de 2012 et maintenant la chute spectaculaire de 2026, c'est un invariant historique absolu. À chaque fois qu'une administration sédentaire du Sud tente de plaquer son contrôle centralisé sur cet espace nomade, le choc est inévitable et sanglant. Montagnac nous rappelle ici une règle d'or, la géographie têtue reprend toujours ses droits. Dans cette logique tribale, comment analyser le rôle d'un acteur de terrain comme Iyad Aggali? Sur ce point, la grille de lecture de Montagnac tranche dans le vif. Le vernis islamiste d'Aggali, un simple drapeau de complaisance. Il ne s'agit pas ici de théologie religieuse pure, mais bien d'une ingénierie rhétorique et logistique. L'objectif, le vrai, reste strictement ethno-nationaliste. Il s'agit de fédérer les clans touaregs et de contrôler les routes transsahariennes. C'est l'illustration parfaite du primat absolu de l'ethnie sur l'idéologie. Poursuivons avec notre troisième point, où nous plongeons au cœur du pouvoir central, l'anatomie de l'État prédateur. Il faut d'urgence oublier le mythe du développement et cette fiction d'un État pourvoyeur de services à l'occidental. Comme l'a brillamment théorisé Montagnac, l'administration de Bamako est, par essence, un appareil de spoliation légale. Son unique vocation est d'extraire agressivement de la valeur, que ce soit par l'impôt ou par la captation de la manne internationale, pour nourrir une bureaucratie obèse et entretenir une caste militaire. La conséquence de cette prédation institutionnalisée est inévitable. Les populations nomades du Nord sont totalement aliénées, pressurisées par une capitale qu'elles ne voient jamais, sans percevoir le moindre service public en retour. Les chiffres bruts du budget malien illustrent magnifiquement cette dynamique. Entre 2020 et 2024, le budget de la défense a connu une inflation spectaculaire, dépassant le milliard de dollars. Mais observez attentivement les projections de 2026. Alors même que le pays traverse une crise territoriale existentielle, le budget prévisionnel de la défense chute de 22 milliards de francs CFA.
Et devinez quoi? En parallèle, les enveloppes allouées à la présidence augmentent ostensiblement. La démonstration de Montagnac est implacable. La survie financière et institutionnelle du régime passe systématiquement avant toute sécurisation réelle du territoire périphérique. Ce qui nous amène naturellement à notre quatrième volet, le retentissant échec de l'ingénierie militaire. Diverses puissances étrangères ont cru, avec une grande arrogance, pouvoir compenser ce vide étatique abyssal par le simple déploiement de la force brute. Le constat dressé par l'analyse est clinique. D'un côté, l'opération française Barkhane, une armada colossale, 10 ans d'efforts, 9 milliards d'euros engloutis, le tout paralysé par de lourdes contraintes institutionnelles pour aboutir à une impasse. De l'autre côté, l'Africa Corps russe, l'option de la brutalité pure, totalement assumée et affranchie du moindre scrupule juridique. Le résultat? Une déroute retentissante en seulement 28 mois. Le constat est clair. Aucune ingénierie militaire ne peut fabriquer artificiellement une légitimité locale qui n'existe pas. La brève trajectoire de l'Africa Corps est d'ailleurs le symptôme parfait de cette illusion. Étape 1, le déploiement en 2021 pour remplacer les forces françaises. Étape 2, en 2023, la reprise de Kidal est clamée sur tous les toits comme la victoire définitive de la doctrine de la force. Et l'étape 3, en 2026, c'est le Waterloo paramilitaire absolu, un hélicoptère abattu, des troupes sévèrement encerclées et des mercenaires exfiltrés sous l'escorte humiliante des rébellions locales. Le mur de la brutalité s'est fracassé sur le roc des réalités ethniques du terrain. Nous voilà arrivés à notre cinquième et dernière partie, la conclusion inéluctable, le retour aux réalités. Face à ce grand effondrement, le verdict de l'analyse est sans appel. Nous assistons aujourd'hui à la partition de facto du territoire. C'est désormais une donne physique établie. Le Front de libération de l'Azawad ne s'en cache plus et proclame que son but stratégique est l'indépendance pure et simple de l'espace nomade. L'éviction militaire de Kidal vient balayer les faux semblants diplomatiques, alignant brutalement le droit sur la réalité charnelle et tribale de la région. Et pour cristalliser tout cela, rien ne vaut cette sentence définitive de Savignan de Montagnac, je cite, « Le déploiement d'une force armée étrangère, aussi brutale soit-elle, ne peut pas créer un État-nation fonctionnel, là où les structures de marché, l'histoire et la géographie commandent la sécession. » Fin de citation. C'est la mort intellectuelle du constructivisme étatique. On ne forge pas artificiellement une nation par les armes contre la volonté géologique et historique d'un territoire. Ce décryptage nous laisse, en fin de compte, face à une interrogation vertigineuse. Après des décennies de naufrages successifs, la communauté internationale aura-t-elle enfin le pragmatisme clinique d'accepter ces réalités ethno-territoriales évidentes, ou bien les chancelleries mondiales s'obstineront-elles aveuglément à financer et armer le prochain cycle d'un conflit qui est, dans son ADN même, totalement insoluble? L'histoire jugera, mais on sait que les faits, eux, sont terriblement têtus. Prenez le temps de méditer sur cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.